Mesdames, Messieurs, bonjour, je m'appelle Félix et aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau format de vidéo et on va parler des Blood Angels. Bienvenue dans la Wargame Room. Tout d'abord, je tiens à préciser que ces vidéos n'auront pas pour but de vous apprendre à jouer entièrement une armée, mais uniquement de vous renseigner sur les caractéristiques principales de cette dernière. Que vous jouiez contre ou que vous ayez envie de la jouer, au moins vous aurez les principaux traits qui caractérisent cette armée. Je vais parler des Blood Angels aujourd'hui parce que c'est un petit peu mon armée de cœur. On est sur du vampire blond aux yeux bleus, un peu émo, qui pleure, un chef de guerre, enfin un primarque décédé pendant l'hérésie d'Horus. Sanguinus. Donc ça me correspond un petit peu parce que quand j'étais petit, j'étais fan de métal, de tout ce qui était un petit peu surnaturel, de vampires, etc. Et donc dès que j'ai entendu parler de cette armée, j'ai vraiment adoré. Il y a plein de personnages nommés qui sont ultra stylés, ultra charismatiques. Donc j'avais adoré à l'époque. J'avais peu de moyens quand mes parents m'ont amené en Games Workshop. J'avais dû faire des choix et j'avais jamais pu faire cette armée. Et quand j'ai repris le hobby, c'est une des premières armées que j'ai repris, tout simplement. À savoir que je ne suis pas tournoyeur, je ne vais pas vous apprendre à jouer dur ou quoi que ce soit, je n'en ai pas la prétention. Et si vous avez envie d'avoir des informations plus précises sur les codex que je présenterai à l'avenir, je vous invite à aller consulter les autres chaînes YouTube françaises ou même internationales qui couvrent très très bien le sujet et qui seront très certainement beaucoup plus compétents et avec beaucoup plus d'expérience que moi. À savoir que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo suite à une game que j'avais fait contre les Custodes, où je ne savais pas qu'une fois qu'on arrivait en charge devant eux, ils pouvaient nous réduire cette charge. Et clairement, quand on joue une armée de corps à corps et qu'on arrive de frappe en profondeur, on se rend compte que si l'adversaire peut faire ça, ça peut complètement renverser la game. Et quand on ne le sait pas à l'avance, on peut se retrouver vraiment très vite embêté et terminer la game très très rapidement parce qu'on n'avait absolument pas prévu ça. Donc je vais passer sur les traits principaux de l'armée qui pourraient vous renseigner sur ce que vous allez avoir en face de vous quand vous jouerez contre, ou qui pourraient vous renseigner sur l'armée en elle-même si vous avez envie un jour de la jouer et si elle vous plaît. Allez, on commence de suite avec les règles et aptitudes générales, celles qu'on peut trouver dans le codex Space Marines ainsi que dans le supplément Blood Angel. On va avoir la soif rouge, c'est la première règle des Blood Angel, qui va nous donner un +1 à la blessure lorsque, lors d'un tour où on a chargé, été chargé ou effectué une intervention héroïque. On va avoir aussi un +1 à la charge natif et un +1 à l'advance. Ce qui rend l'armée quand même assez mobile. Ensuite, on va avoir Écho Sauvage. Écho Sauvage est une super doctrine donc qui s'appliquera au tour 3, mais on verra qu'on pourra y venir plus rapidement dans la partie, mais qui s'appliquera normalement au tour 3 lors de la doctrine d'assaut. En fait, lors de la doctrine d'assaut, on va gagner plus une attaque, encore une fois, lors du tour où on a chargé, été chargé ou effectué une intervention héroïque. Et quand on est Blood Angel et qu'on sature déjà avec beaucoup d'attaques, on va se rendre compte que c'est quand même très très bon. Ensuite, on aura la Rage Noire qui va être une règle liée à la Death Company. Donc c'est toute une partie de l'armée Blood Angel qui sont vêtus de noir et qui ont complètement pété un plomb et qui en gros veulent juste casser des bouches. Cette règle va encore rajouter plus une attaque aux unités lors du tour auquel elles ont chargé, été chargées ou effectué une intervention héroïque. Et en plus de ça, en natif, on aura un Feel No Pain, donc un ignore la douleur, sur du 6+. En contrepartie, avec ces unités-là, on ne pourra pas désengager et on ne pourra pas non plus accomplir d'action. Et la dernière règle, qui est une règle de customisation, c'est la règle des égarés qui est arrivée en V9 et qui est très sympa et que je trouve qui donne un petit côté plus customisable sur l'armée et un trait vraiment personnel. Ça va être une aptitude qu'on peut déclencher une fois par partie, on verra qu'il y en a plusieurs. Moi je vais vous en citer juste une seule, qui pour moi est la plus importante, c'est qu'une fois par game, pendant tout un tour, on va avoir une sauvegarde de 3+ invulnérable sur le personnage qui aura cette règle. Et ça peut être très décisif, encore une fois, dans une game, d'avoir un personnage aussi fiable en termes de tanking. On pourra le mettre sur un capitaine, donc pour plus 20 points, ou sur un sergent pour plus 10 points. Ensuite, on passe au stratagème. Pour un point de commandement, le premier que j'ai trouvé sympa, c'est le sacrifice de l'ange, qui permet en fait de prendre toutes les attaques des unités donc à portée d'engagement sur la tronche du personnage. Quand on veut, par exemple, on va se retrouver face à une armée qui va taper en premier,
ce genre de choses, ou se retrouver à être interrompu dans son corps à corps, et donc du coup être tapé en premier par une autre unité, dans une unité qu'on a envie de garder, et ben on va pouvoir avoir ce personnage juste à côté qui va déclencher ce stratagème et qui va dire « Toi, 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 tant que moi je suis pas mort, vous pouvez taper sur rien d'autre ». Et ça, c'est plutôt pas mal. Surtout quand on le couple avec cette 3+ invulnérable et encore d'autres règles qu'on verra un petit peu plus tard dans la vidéo. Ensuite, pour un PC, on aura l'Ardeur débridée. C'est un stratagème qui nous permet, avec la garde sanguinienne, de faire un mouvement donc de consolidation ou d'engagement de 6 pas. Et alors que normalement, on le fait que de 3. C'est assez intéressant en termes de prise de position, si on a envie d'aller cliquer une autre escouade ou d'aller se mettre sur un objectif à portée donc entre un ennemi et notre escouade, ça peut être pas mal. Ensuite, pour 1 à 2 points de commandement, pour 1 point de commandement, ce sera applicable sur une unité de 1 à 5 figurines. Pour 2 points de commandement, ça sera applicable sur une unité de 6 à 10 figurines. On va pouvoir faire un mouvement de pré-game qui va s'appeler la Fureur aveugle. Ça va nous permettre, avec des unités d'escompagnie uniquement, de faire un mouvement avant la bataille de jusqu'à 12 pas. Et quand on a des figurines à réacteur dorsal qui peuvent bouger de base à 12 pas, et qu'en plus on a le tour 1, on va pouvoir faire au total 24 pas au premier tour. Ensuite, le refus de mourir pour 1 à 2 PC, selon le nombre de figurines qu'on aura dans l'escouade, de 1 à 5, 1 PC, de 6 à 10, 2 PC. Ça va s'appliquer sur la Death Company uniquement, ça va leur permettre d'augmenter leur aptitude due à la rage noire, de Feel No Pain de 6+, du coup qui va passer à 5+. Sur des figurines qui ont 2 points de vie, c'est plutôt pas mal d'avoir ce moyen de défense, qu'on on va se rendre compte que cette armée a quand même très peu d'unités à sauvegarde invulnérable, donc on va quand même très vite mourir derrière. Ensuite, un autre stratagème, ça sera sur un PC, c'est sur des ailes de feu, on va pouvoir retourner en frappe en profondeur, c'est-à-dire qu'on va prendre une unité donc à réacteur dorsal uniquement, et la renvoyer dans les airs à la fin de sa phase de mouvement, et la renvoyer sur le terrain, à plus de 9 pas de toute unité, ça vous êtes habitué, au tour suivant. Très intéressant pour aller faire soit des secondaires ou soit aller frapper à l'autre côté de la map. C'est vraiment super cool. Et pour finir, pour un PC, on aura le Calice débordant qui va être un stratagème qui s'applique uniquement sur le prêtre sanguinien. C'est sa capacité de base, le Calice débordant. Ça va nous permettre d'utiliser cette capacité 2 fois. À savoir que cette capacité est de pouvoir, à 6 pouces autour du prêtre sanguinien sur une unité base ou personnage, d'appliquer toutes les doctrines, donc de passer en doctrine d'assaut éventuellement au tour 1 ou au tour 2. Et ça, c'est super cool quand on joue Blood Angel et qu'on a autant de stacking de règles à cette phase. On enchaîne avec les pouvoirs psychiques. Le premier, c'est l'accélération. C'est un pouvoir qui s'applique uniquement sur soi-même. Mais on va voir qu'on a des psycheurs assez burnés dans ce codex. Ça va nous permettre de relancer les jets d'advance et de relancer les jets de charge. Et en plus de ça, on va pouvoir ajouter des 3 attaques au profil de la figurine sur la durée de tout un tour. Les ailes de Sanguinus, un deuxième pouvoir psy que je trouve super sympa, qui lui aussi passe sur du 6+, comme le précédent. Il va nous permettre en fait de faire un mouvement instantanément, donc pendant la phase de psy, de désengagement ou un mouvement normal de 12 pas, et en plus de gagner l'aptitude vol. Ça veut dire qu'on va pouvoir passer au travers des figurines, au travers des décors, et ça encore une fois sur certains personnages assez burnés du codex, ça va être super cool. Ensuite on aura le sort de Rage débridé qui passe encore sur du 6+. On va avoir la possibilité sur une unité base autour de son psycheur à 12 pas de déclencher d'autres touches sur des jets de touches de 6+. Et quand on a des escouades de 10 figurines qui parfois font des fois 5 voire 6 attaques, on va se rendre compte qu'on fait quand même pas mal de 6 et on va être content d'en avoir en plus. Pour finir, sur les pouvoirs psy, on aura le bouclier de Sanguinus, qui est un moyen d'avoir de la 5+ invulnérable sur une unité, toute unité Blood Angel. C'est plutôt pas mal parce que dans ce codex, encore une fois, on a peu d'invulnérables et ça peut nous permettre de sauver ou du moins de préserver une unité, voire de préserver son psycheur qui lui non plus n'a pas d'invulnérable. Que ce soit Méphiston ou le Dreadnought en armure, donc le Dreadnought archiviste, c'est bien d'avoir une invulnérable à 5 quand on a une figurine comme ça qui en plus on va souvent envoyer en missile, qui en plus va souvent être prise pour cible très rapidement. Ensuite, en termes de trait de seigneur de guerre, on va avoir pour moi un seul notable, vraiment notable, qui va être le don de prescience. Ça nous permet de relancer une touche, une blessure et une sauvegarde. La 3+ invulnérable des égarés, quand on s'est sacrifié et qu'on est content de sauver son personnage. Ce trait de seigneur de guerre est super cool. Je le trouve vraiment bien. Il nous permet en plus de relancer une touche et une blessure. Quand on a un seigneur de guerre qui meule avec un marteau ou même avec un gantelet ou avec quoi que ce soit d'autre,
on se rend compte que le mec, il va toucher sur du 2+, il va blesser sur du 2+, les 3/4 du temps, et il va faire super mal. Ensuite, on passe aux reliques. La première, l'icône de l'ange, qu'on peut mettre sur n'importe qui dans l'armée, personnage. On va pouvoir relancer autour de lui les charges à 6 pas autour de lui. C'est plutôt pas mal quand on est une armée basée sur le corps à corps et sur la charge. Ensuite, le visage de mort. Pareil, on va pouvoir le mettre sur un personnage. C'est une relique qui va avoir une double capacité. Elle va nous permettre de faire perdre l'objectif sécurisé à une unité, à 3 pas autour de ce personnage. Et en plus de ça, ce personnage-là aura -1 pour être touché au corps à corps. Et pour finir, le marteau de balle, qui est quand même assez sympa. Les marteaux sont beaucoup moins forts en V9. Bah, celui-ci est quand même pas mal parce qu'on n'aura pas de malus pour toucher avec. Et en plus, il a une PA de -3 et un dégât de 3. Et on verra qu'on va pouvoir encore le combiner avec d'autres choses. Et ça va en faire une relique quand même assez intéressante. En termes d'objectifs secondaires, dans le codex Blood Angel, on n'est pas super bien servi. On va en avoir uniquement peut-être un que je trouve sympa si on joue une armée plutôt typée Death Company et qu'on a vraiment beaucoup de Death Company, que ce soit le Dreadnought, les réacteurs dorsaux, les intercessors Death Company, le personnage type Death Company, tous ces personnages-là, enfin ces unités-là, vont pouvoir donc vous faire gagner 3 points par tour si elles détruisent une unité. Ça peut être jouable si on a encore une fois une armée vraiment à thème. Pour les autres secondaires, on va peut-être aller chercher des choses liées à l'attrition, parce que c'est vrai qu'on est une armée donc très agressive, et c'est là-dedans qu'on va vraiment exceller. On va peut-être pas être très bon en prise de territoire, parce qu'on va avoir quand même peu d'unités, parce que les unités coûtent cher. Donc on va éventuellement baser ces secondaires sur ce qu'on va vouloir tuer, que ce soit du véhicule, de l'escouade, du personnage. Ça va un petit peu dépendre de l'adversaire et de ce qu'il joue. Quelques unités incontournables pour moi. Encore une fois, je n'ai pas la prétention de vous apprendre à jouer et de vous apprendre à botter des culs. Je vais juste vous dire, pour moi, les escouades qui me plaisent le plus depuis que je suis gamin. On va commencer par la garde sanguinienne, que je trouve super forte parce que déjà, c'est des mecs qui sont tout dorés, ils ont des ailes. Donc déjà, moi, de là, je suis conquis. En plus, en V9, ils ont gagné quand même un dégât supplémentaire sur leurs armes. Donc on va les préférer très certainement en épée ou en hache, mais peut-être un petit peu moins en gantelet. C'est une escouade, les 3 dernières années, j'ai dû casser 18 fois les bras parce qu'à chaque fois, ça changeait. Là, l'épée et la hache vont être quand même de très bonnes armes parce qu'elles sont en plus dans le profil de la figurine, on va pas les payer. Et en plus, elles font quand même super mal. C'est des figurines qui vont faire de base 3 attaques, qu'on va pouvoir booster, qui vont avoir plus une attaque, très facilement avec la doctrine d'assaut, plus une attaque parce que on va avoir le bon personnage à côté. C'est quand même super fort et actuellement, si on regarde un petit peu ce qui se fait en liste dure Blood Angel, on en a souvent beaucoup parce que ce sont des figurines très très fortes. Elles ont une 2+ en sauvegarde de base. Ça rend l'unité quand même assez tanky. Et en plus, quand on met un prêtre sanguinien derrière qui peut les relever, on se retrouve avec quelque chose qui est impinable à tuer, quoi. Donc, je trouve cette unité vraiment cool, c'est ma préférée. Un autre que j'adore, c'est le prêtre sanguinien qu'on va mettre à réacteur dorsal pour qu'il ait en plus de la mobilité. Cette figurine, elle est géniale parce que déjà, elle vous permet, une fois par tour, de passer une unité en doctrine dans n'importe quelle, avoir toutes les doctrines. Donc c'est super cool. Même si on a des unités qui veulent tirer avec des armes lourdes et qu'on n'est plus au bon tour, on va pouvoir le faire si on a envie. Mais si on est Blood Angel, on va souvent avoir des choses qui font du corps à corps. Et quand on est tour 1, tour 2, on est super content d'avoir directement cette doctrine. Surtout que on a un moyen de projection tour 1 pré-game qui peut être vraiment sympa si on arrive à booster ces figurines pour qu'elles puissent être encore plus impactantes au corps à corps. En plus de ça, ce petit gars va relever des figurines. Et en plus de ça, on va se rendre compte que cette capacité, il peut l'utiliser plusieurs fois et en plus la favoriser, la fiabiliser si on le passe maître apothicaire. Mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Ensuite, une autre unité iconique du codex, c'est la Death Company à réacteur dorsal, donc du Marines de base, qui sont maintenant à 2 points de vie, qui ont une chier d'attaque, qui sont super forts, qui sont équipables comme on veut. On va les préférer souvent en épée tronçonneuse parce que la saturation marche quand même très bien. Et en plus, ils coûtent moins cher. On les a beaucoup joués en marteau, maintenant ils sont quand même un petit peu chers, mais ça reste une unité super sympa et on peut même se faire plaisir à y mettre de l'épée énergétique, de la hache. En plus on a une grosse customisation sur cette escouade, et si on en joue 3 différentes, on peut les jouer de 3 manières différentes et ça c'est super cool. Ensuite je continue avec les personnages.
Donc il y aura le Sanguinor qui pour moi est une super figurine parce que déjà c'est Jésus sur sa croix avec ses ailes dans le dos et son calice de sang dans la main. Il est super cool parce qu'il a une capacité qui va vous permettre, si vous l'avez mis en frappe en profondeur, d'arriver sur la map lors de l'intervention héroïque de votre adversaire. C'est-à-dire que la personne va venir vous impacter au corps à corps, faire ou ne pas faire une intervention héroïque, mais vous par contre vous allez pouvoir débarquer, vous mettre à portée d'engagement, lui ne pourra pas vous taper, par contre vous pourrez lui taper dessus. Ça c'est quand même pas mal quand on voit le nombre de patates que ce mec met. Ensuite un autre personnage, l'archiviste Dreadnought. Le seul archiviste Dreadnought à ma connaissance, peut-être en Space Wolf, bon, il me semble un des seuls archivistes Dreadnought en tout cas de Warhammer 40 000. On se retrouve avec un véhicule qui n'est pas ciblable car il est personnage, si on met les personnes autour pour l'écranter. On se retrouve avec quelque chose qui a donc 2 pouvoirs psy, on va pouvoir le booster en lui mettant les ailes de Sanguinus, l'accélération, on va pouvoir le projeter, et en plus de ça on a un stratagème qui lui permet, un stratagème Space Marine qui va lui permettre de passer capitaine ou sergent pendant un tour. On le verra un petit peu plus tard quand je parlerai du codex Space Marines. Pour finir sur mes unités incontournables selon moi en Blood Angel, une nouvelle, c'est les intercesseurs d'assaut qui pour moi font sens dans ce codex-là, que ce soit dans celui-là ou en Space Wolves ou en White Scar. C'est un des meilleurs codex pour utiliser cette escouade parce que on se retrouve avec du Marines encore une fois à 2 points de vie, qui ont déjà de base 2 attaques, plus une avec leur épée tronçonneuse, plus une quand on sera dans la bonne doctrine. On se retrouve avec, si on en a 10, on va mettre un paquet d'attaques et on va faire super mal. Et en plus on a le stratagème, encore une fois issu du codex Space Marines, dont on parlera plus tard, qui va nous permettre de taper une 2e fois. En bonus, j'ai envie de parler quand même du personnage qu'on peut passer égaré, donc un personnage d'escompagnie uniquement, qui pourra donc soit être capitaine, soit sergent, et passer en égaré. On va pouvoir le booster avec du trait de seigneur de guerre, de la relique, son aptitude une fois par game d'en passer en 3+1 vue, des stratagèmes pour le prendre pour cible, pour protéger les copains à côté, le stratagème pour, une fois qu'on meurt, taper. Si on a voulu le sacrifier pour protéger quelque chose et qu'on n'a pas eu le temps de taper, quand il va mourir, il va pouvoir taper. Et donc ça nous fait un personnage qui va quand même coûter cher, mais qui va quand même être une sacrée grosse épine dans le pied de votre adversaire. Et le petit dernier que j'aime bien, c'est le champion de compagnie. Il est pas ouf parce qu'on peut pas lui mettre de réacteur dorsal, mais on va voir que avec 2-3 boosts, 2-3 reliques, traits de seigneur de guerre, ainsi de suite, on va pouvoir en faire un mec qui va défoncer des personnages si on arrive au corps à corps de ces derniers, ce qui n'est pas garanti. Pour finir, on va aborder le codex Space Marines. En effet, on peut coupler le supplément Blood Angel à toutes les règles, stratagèmes, pouvoir psy et datasheet du codex Space Marines. On n'est pas limité par leur utilisation, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser toute la gamme du codex. Moi j'ai tendance à vouloir jouer uniquement des unités Blood Angel parce que j'ai envie de faire du corps à corps, j'ai envie d'utiliser au maximum cette doctrine d'assaut. Maintenant on peut y mettre ce qu'on veut. Si on a envie d'y mettre un Land Raider, des agresseurs, des suppressors, des Inceptors, on peut tout mettre dans l'armée, et ça c'est quand même assez sympa, ça nous donne un gros panel d'escouades, sachant que le codex Space Marines est ultra épais. En termes d'objectifs secondaires, on va avoir le serment de l'instant, qui est un des objectifs très sympas du codex Space Marines. On a la possibilité de prendre un objectif secondaire par codex, et comme le codex Space Marines est un autre codex, on va pouvoir le prendre aussi. On va pouvoir marquer donc un point si on a tué un personnage ou un véhicule. Ça tombe bien, en général, on tue quand même pas mal de choses en Blood Angel. On va marquer un point supplémentaire si on n'a pas fui et pas raté de test de morale. On verra en Space Marine, on rate quand même rarement des tests de morale et on va rarement fuir. Ça peut arriver, mais on va rarement le faire. Et on va marquer 2 points supplémentaires si on est à moins de 6 pas du centre de table. Et quand on a la projection d'un Blood Angel, on va souvent pouvoir l'être assez facilement. En termes de stratagème, sur le codex Space Marines, on a celui dont j'ai parlé tout à l'heure vis-à-vis des intercesseurs d'assaut qui, pour 2 points de commandement, honorer le chapitre, ça nous permettra de taper une 2e fois à la phase de corps à corps. Et ça, c'est super, surtout quand on a une escouade de 10 gars qui vont balancer 40 ou 50 attaques x 2. Un deuxième stratagème assez connu dans le milieu Space Marine, c'est la physiologie transhumaine qui va marcher sur 1 à 2 PC, uniquement sur les figurines Primaris malheureusement, mais pour un PC donc de 1 à 5 figurines et de 6 à 10 figurines, ça sera pour 2 PC, on va uniquement être blessé sur du 4, 5 ou 6. Ensuite, pour 2 points de commandement, on aura la sagesse met fin au devoir. Eh bien, ça nous permet
quand on n'a pas encore tapé au corps à corps, si on est tué, de pouvoir taper avant de mourir. Encore une fois, le petit personnage avec tous les trucs qui boostent, ça va meuler, le mec va pas être content que ce mec-là tape avant de partir. Ensuite, on aura la sagesse des anciens qui, pour un point de commandement, va vous permettre sur un Dreadnought, donc le fameux Dreadnought archiviste par exemple, de lui faire relancer les 1 pour toucher autour de lui, ou de lui faire relancer les 1 à la blessure, encore une fois, autour de lui, à 6 pas. C'est plutôt pas mal parce que quand on a une figurine qui coûte assez cher en points et qui risque de mourir assez rapidement car très vite pris pour cible, on va pouvoir l'utiliser pour une autre chose, et surtout si on n'a pas de capitaine ou de sergent dans sa liste d'armée. Ensuite, la réanimation sur le terrain, ça nous permet donc d'utiliser encore une fois le prêtre sanguinien pour relever une figurine à 3 points de vie net. C'est-à-dire que si la figurine en est 1, 2 ou 3 points de vie, elle revient avec tous ses points de vie. Ça, c'est super cool. Et ensuite, pour finir, la stratégie d'adaptation qui, pour 2 points de commandement, si votre seigneur de guerre est sur la table, ça va vous permettre de donner toutes les doctrines à une unité base. Et on va être content d'avoir cette fameuse doctrine d'assaut sur une unité qu'on va avoir projetée en avant et qui ne pourra pas l'être grâce au prêtre sanguinien. On va pouvoir dire, toi là-bas, qui va rentrer dans l'unité adverse, et ben tu vas être en doctrine d'assaut, ça veut dire que tu vas avoir plus 1 d'attaque et en plus le -1 à la pénétration d'armure. Ça, c'est plutôt cool. Entrée de seigneur de guerre, on en a un qui est un petit peu sympa, surtout sur ce champion de compagnie. On va pouvoir lui donner donc le champion de l'humanité. Il va avoir plus 1 attaque lorsqu'il tape un personnage et en plus il va avoir plus 1 à sa touche et plus 1 à sa blessure. Encore une fois quand il tape un personnage, mais ça va nous faire un sacré ton pour aller défoncer du perso et on va voir qu'en V9, mine de rien, que ce soit dans la Sista ou même de la Death Guard, on va avoir beaucoup de personnages à tuer. Pour les reliques, la seule que j'ai trouvée vraiment intéressante, liée un petit peu au Blood Angel, il y en a d'autres qui sont bien, mais là j'ai envie de parler vraiment du chapitre Blood Angel, c'est la bénédiction de fureur. Ça va vous permettre sur votre chapelain, à moto par exemple, de lui passer son super Crosus en force +2, PA-2 et dégâts 3. Donc c'est plutôt pas mal. En plus de ça, il va faire des blessures mortelles sur des blessures non modifiées de 6. Ensuite, on aborde les litanies. En effet, dans le Codex Blood Angel, on n'a pas de litanie à proprement parler. On en avait dans l'ancien Psychic Awakening. On n'en a pas sur la V9. Je suis un petit peu déçu, parce que c'est vrai qu'on a de très bons chapelains en Blood Angel, et malheureusement, ils n'ont pas eu de petites litanies rien qu'à eux. Mais on va voir que dans le Codex Space Marines, on en a de très bonnes. La litanie de la haine, qui est la plus répandue, qui est sur tous les chapelains de base, ça va nous permettre à 6 pas autour de la figurine de pouvoir relancer les jets de touche en phase de corps à corps. Ensuite, le Cantique de la haine, encore une aura à 6 pas autour de la figurine, on va avoir la possibilité d'avoir un +2 à sa charge. Et quand on est Blood Angel, on est super content d'avoir ça. Surtout si on le met sur une unité mobile comme le chapelain à moto, qui va pouvoir se projeter grâce à une très forte mobilité. Et en plus, si on arrive des frappes en profondeur juste autour de lui, on va fiabiliser cette charge. À savoir qu'elle n'est pas que ce cantique, cette litanie n'est pas cumulative avec la règle de base des Blood Angel qui est de ajouter 1 à son jet de charge, malheureusement. En plus de ça, on aura un +3 pas pour faire le mouvement de consolidation et d'engagement, ce qui est quand même assez sympa quand on a envie d'aller cliquer quelque chose derrière ou d'aller se projeter sur un objectif. Pour finir, le mantra de la force, qui donne encore un meilleur Crosus au chapelain, qu'il soit à moto ou à réacteur. Quand on lui aura mis sa relique qui lui fait un super Crosus, bah là on va pouvoir lui mettre encore plus en force, plus en attaque et plus en dégâts. Donc on va passer avec un Crosus qui va faire 4 dégâts flat. Et là on commence sérieusement à parler. En pouvoir psy, il y a peut-être uniquement la zone neutre qui peut être quelque chose que vous aurez envie d'utiliser si vous jouez contre une armée avec beaucoup d'invulnérables. C'est un sort qui passe sur du 7 et qui va nous permettre d'annuler les invulnérables en bulle à 6 pas autour du psycheur. En plus de ça, quand on est face à une armée de psycheurs, on va pouvoir diviser par 2 les résultats des tests psychiques. Ça peut être pas mal. Maintenant, on va être obligé d'aller prendre des pouvoirs psy uniquement dans la discipline des Space Marines. On n'aura peut-être pas envie de faire ça, mais c'est notable. Et pour finir, l'état-major chapitral. J'adore ce moyen de customiser vos figurines. On a le maître de la sainteté qui va être génial, qui va pouvoir vous permettre de customiser un chapelain et lui faire nativement avoir une litanie en plus et d'en lancer une de plus par tour. Et si on lui met le petit trait de seigneur de guerre qui va bien avec orateur avisé, on va avoir un +1 pour les lancer, c'est-à-dire qu'on les lancera sur du 2. Ensuite, le maître apothicaire, qui va avoir nativement la possibilité d'utiliser 2 fois sa capacité à relever des figurines. Donc ça, c'est super fort. Et en plus de ça, avec son trait guérisseur dévoué, de donner directement 3 points de vie à la figurine relevée. Donc quand on couple ça avec des escouades de sanguiniens,
on se rend compte que ça fait vachement le taf et que ça va vous permettre de conserver vos effectifs dans votre unité, à part si vous la faites raser, mais c'est quand même quelque chose à noter, à savoir qu'en Blood Angel, on meurt quand même assez rapidement puisqu'on manque d'invulnérable. Donc on va être vraiment content, grâce à ce prêtre sanguinin, de pouvoir relever autant de figurines et de pouvoir fiabiliser ce relevé de figurines. Le dernier, qui est pas le plus fort, mais qui pour moi est quand même super sympa, parce que ça nous permet de customiser un personnage au maximum, c'est le champion de chapitre. Il va avoir -1 pour être touché au corps à corps, et il va donner une relance des blessures contre les personnages. Et quand on a déjà mis des reliques ou des traits de seigneur de guerre sur ce personnage-là, on va se rendre compte que ça commence à vraiment devenir un gros tueur de personnages. Il aura aussi 5 attaques de base dans son profil grâce à cette customisation, et en plus de ça, si on lui met le trait de seigneur de guerre par rangon martial, il va pouvoir faire relancer les jets de charge autour de lui à 6 pas. Et ça, encore une fois, quand on est Blood Angel et qu'on veut fiabiliser ses charges, c'est vraiment super cool. En plus de ça, on peut lui mettre aussi la relique, la lame de triomphe, pour en faire le perso le plus burné de l'humanité, qui va vous donner, qui va remplacer donc l'épée énergétique de maître de votre figurine, la fait passer à force +3, PA -3, dégâts 3. Là, on commence à vraiment plus du tout rigoler. Les personnages qu'il va avoir dans son sillage, il va les défoncer. Pour conclure cette vidéo, on est sur une armée qui a comme point fort le fait d'être très agressive et de saturer vraiment énormément au corps à corps. Par contre, en termes de points faibles, on va quand même en avoir pas mal, dans le sens où on a une armée qui coûte quand même très cher en points. Donc chaque unité va vous coûter très cher et quand vous allez la perdre, vous allez vraiment pas, ça va vraiment se sentir sur le reste de votre partie. On va avoir un petit problème aussi en termes de secondaire, parce qu'on est une armée, encore une fois, très agressive, basée sur l'attrition, et en termes d'objectifs secondaires, l'attrition est bien souvent pas le meilleur des choix, donc ça va pêcher aussi un petit peu à ce niveau-là. Et le dernier point faible, qui pour moi est peut-être un des plus importants, c'est ce manque de résilience sur l'armée. On a très peu de sauvegarde invulnérable. On va avoir un petit peu d'insensible à la douleur sur les personnages et unités d'Ace Company, mais je pense que ça ne va pas suffire. On va devoir trouver d'autres moyens de préserver ces unités, ou alors vraiment de faire des frappes chirurgicales où on est sûr de faire ce qu'il faut, parce que souvent derrière, on se prend une grosse foudre. Pour finir sur cette armée Blood Angel, si vous avez envie d'en commencer une, je vous la conseille, elle est super cool, il y a plein de personnages ultra charismatiques, le schéma de couleur est pas ultra compliqué. On est encore une fois sur du Space Marines, donc c'est quand même quelque chose de un petit peu plus facile à peindre que d'autres armées. On va avoir un gros panel d'unités spéciales, spécifiques à ce codex, ce qui rend l'armée encore plus charismatique, donc je vous la conseille. Et si vous jouez contre, au moins vous aurez quelques petites armes pour contrer cette armée. Vous saurez que vous allez vous prendre très certainement des mouvements de pré-game. Vous allez voir que le prêtre sanguinin va relever plein de figurines. Vous allez éventuellement vous prendre un perso dans la tronche qui va faire super mal. Vous aurez un petit peu plus de connaissances sur ce codex pour vous équiper contre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à y mettre un pouce bleu. J'attends vos commentaires parce que c'est la première fois que je présente ce type de vidéo. J'espère que ça aide certains d'entre vous. Et si c'est complètement inutile, je vous invite à le dire en commentaire. Et si ça vous plaît et que vous voulez en voir d'autres, je vous invite aussi à le dire en commentaire et à me dire quelles armées vous aimeriez que je vous présente. Dans un premier temps, je vais très certainement présenter les armées que je joue le plus souvent, parce que c'est là où j'ai le plus de connaissances, et je voudrais pas non plus dire complètement n'importe quoi. Par contre, je vais prendre le temps de lire tous les autres codex, parce que j'ai beaucoup d'amis qui ont un petit peu toutes les armées autour de moi, donc je pourrai en discuter avec eux, rassembler des éléments, et bientôt vous présenter d'autres vidéos du même type. Si toutefois vous êtes intéressé par l'armée Blood Angel, que ce soit pour la jouer ou pour jouer contre, je vous invite à aller consulter les vidéos faites sur les autres chaînes YouTube françaises, voire internationales. Vous verrez qu'elles font un excellent travail en termes d'analyse de codex et de méta. Moi, je suis qu'un humble joueur non compétitif de Warhammer 40 000. Je vous ai rassemblé les points les plus notables selon moi, encore une fois. Ça ne sera pas un descriptif complet, mais encore une fois, je voulais faire un format assez court pour que ça soit facile à avaler, si je puis dire. En tout cas, j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu, et moi je vous dis à bientôt dans la Wargame Room.